Le corbeau et le renard, à quoi ça sert? Pourquoi des animaux qui parlent? Pourquoi un fromage? Devrait-on vraiment faire un si grand cas d'une fable qu'on apprend à l'école primaire? Si vous êtes adepte des mille et un coachs de vie qui pullulent sur Internet, demandez-vous comment on faisait avant Internet. Voilà à quoi ça sert, le corbeau et le renard. Si vous ne me croyez pas, faisons un pari. Laissez-moi vous convaincre, pendant la vidéo qui suit, de la profondeur de cette fable, profondeur qui vous a échappé. Voyageurs de passage, fraternité, amis, de La Rochefoucauld à Castiglione, oui, je lis l'italien, oui, c'est la classe, c'est bien plus une analyse de texte que je vous propose, c'est une plongée dans le monde du courtisan. Mais avant tout, récitation. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La poésie est une mise en vers. L'idée, c'est que vous quittez le rythme habituel des phrases, celui de la prose que l'on pratique tous les jours, pour produire une architecture nouvelle, une architecture qui ne devrait pas tenir, parce qu'elle est faite d'un ordre déroutant. Mais, pourquoi est-ce si important? Grâce à cette architecture-là, grâce à ce nouvel assemblement, eh bien, les mots sont rapprochés d'une autre manière. Et de cette porosité entre les frontières, de ce mélange, peut naître un plus haut sens, peut naître en tout cas un autre sens. Prenons la première partie de notre poème. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. On peut diviser cet extrait en deux parties parallèles. D'abord, Maître Corbeau, 4 syllabes, qui correspond d'ailleurs à Maître Renard, 4 syllabes, sur un arbre perché, 6 syllabes, par l'odeur alléchée, 6, tenait en son bec un fromage, 8, lui tint à peu près ce langage, 8. Alors en fait, le premier vers est un décasyllabe, il est formé de 10 syllabes, il a une césure à la quatrième, ce qui est tout à fait classique. Et le deuxième vers est ce qu'on appelle un octosyllabe, un vers formé de 8 syllabes. Si vous ne connaissez pas le vocabulaire de la poésie, honnêtement, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer les choses en jargonnant le moins possible. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un rythme qui est ascendant, 4, 6, 8, et puis qu'on a une mise en parallèle qui invite à la comparaison. Dans les deux cas de figure, le narrateur indique d'abord de qui il s'agit, maître corbeau, maître renard, puis il donne un élément de contexte sur un arbre perché par l'odeur alléchée, et enfin arrive le verbe tenait en son bec un fromage, lui tint à peu près ce langage. Un verbe n'indique pas toujours une action, soyons d'accord. Parfois, il permet de décrire les choses, il indique un état. En tout cas, c'est toujours le cœur de la phrase. Puisque Lafayette nous invite à comparer, alors comparons. Les deux animaux sont présentés comme des maîtres, à égalité. Mais cela ne dure pas. Le corbeau est sur un arbre. Il est en haut, il est inatteignable physiquement. En regard, le renard est en bas, ce qui n'a pas besoin d'être précisé. Le renard n'est pas décrit, il est déjà dans l'action. En fait, il est tellement en bas qu'il est mu par son bas-ventre. Le corbeau tenait un fromage. L'avantage de l'imparfait, c'est qu'il n'y a pas de borne à l'action. On ne sait pas quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit. L'imparfait est d'ailleurs souvent le temps de la description. Et c'est bien le cas ici, puisque le corbeau n'est pas en mouvement. De son côté, le renard, lui, tient un langage. C'est-à-dire que le même verbe est employé, un même cœur pour la phrase, mais dans deux sens différents.
C'est donc avec le renard que l'action de la fable est déclenchée. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ce fichu fromage? Peut-être que le sens du mot a changé, et si on allait regarder dans les dictionnaires de l'époque pour voir ce que cela donne? Dans le dictionnaire de l'Académie, dont la première édition date de 1694, certes, mais on peut supposer qu'à l'époque de La Fontaine, qui publie ses fables plus tôt, le sens est déjà présent, on trouve l'expression suivante entre la poire et le fromage, pour dire, je cite, dans la gaieté où l'on est d'ordinaire sur la fin d'un bon repas. Exemple, c'est entre la poire et le fromage que l'on parle à cœur ouvert. Et dans la continuité de cette expression, pour ce qui est de notre fable, on tient un langage comme on tient un fromage. C'est-à-dire que la parole doit jouir des mêmes considérations matérielles que le langage. C'est une richesse, en quelque sorte, que de savoir bien parler. Je reviendrai plus tard sur ce « à peu près », qui est d'autant plus curieux que le discours qui va suivre est un discours direct. C'est-à-dire qu'on s'attend, avec les deux points et les guillemets, à avoir exactement ce que le renard a dit. Nous en reparlerons un peu plus tard. Une autre question reste en suspens. Pourquoi un corbeau et un renard? L'intérêt de cette question, c'est qu'elle nous permet de remonter la tradition qui a abouti aux fables de La Fontaine. Commençons par le plus simple. La Fontaine a fait précéder ses fables d'une adresse à Monsieur le Dauphin. Il lui écrit « Je ne doute point, monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agréables, car que peut-on souhaiter davantage que ces deux points? Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Ésope a trouvé un art singulier de les joindre l'un à l'autre. » Ici, on apprend une chose, c'est que l'utile et l'agréable sont les deux principes fondamentaux pour écrire une fable. En fait, Jean de La Fontaine ne sort pas ces deux idées d'un chapeau. Utile et agréable sont sa traduction de docere et placere, deux termes latins signifiant instruire et plaire. Ce sont deux piliers du discours, notamment en rhétorique. Qui est donc ce Ésope qui a accompli ce travail de réunir l'utile et l'agréable et dont La Fontaine s'inspire? Notre fabuliste est un homme de culture. Il a eu accès aux fables d'Ésope, un auteur grec du VIe siècle avant notre ère. L'une de ces fables met en scène un corbeau et un renard. Le corbeau a volé de la viande, le renard le flatte en lui disant qu'il pourrait être roi et le pousse à donner de la voix. Le corbeau lâche alors le bout de viande et le renard de lui expliquer qu'il pourrait être roi s'il avait du jugement. Grâce à une mise en scène avec des animaux, on peut donc depuis l'Antiquité critiquer les vices de nos puissants et leur donner des conseils avec une morale. On peut ajouter que chez La Fontaine comme chez Ésope, la ruse grâce au langage est présente, mais il y a plus. Chez La Fontaine, le langage en général, le langage à la cour, est concrètement présent sous la forme du fromage qui devient l'objet du désir. C'est-à-dire que La Fontaine va plus loin. Il reprend la fable d'Ésope et la réinstalle dans un contexte de cour. La Fontaine, pour son choix d'animaux, avait aussi accès à d'autres sources qui le conforteraient. On n'a pas toujours dit renard pour désigner l'animal auquel vous pensez. Autrefois, l'on disait goupil. Renard, avec un T, était le nom du personnage principal du roman de Renard, réunissant une multitude d'histoires très populaires où les animaux de la basse-cour représentaient les hommes avec leurs vices et leurs vertus. Renard, qui est un goupil, est goinfre, rusé et sans morale. Renard est un voleur, il fera tout pour voler de la charcuterie ou pour arriver à ses fins, mais parfois il se fait avoir. Voici une histoire plaisante où Renard se fait duper. Il arrive à attraper dans sa gueule le coq Chanteclair, et au moment où il veut s'en vanter, il ouvre justement cette gueule et le coq s'en échappe. Voyons d'autres sources très populaires, les sources bibliques. Alors Jean Antifa, du calme, je vais simplement parler de la Bible. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, je ne dis pas que ce qui est écrit dans les textes est vrai ou est faux, en réalité je m'en moque, ce sont les références qui m'intéressent. Reprenons. Au Moyen-Âge, le renard est parfois représenté comme étant le premier animal à entrer, ou plutôt à se faufiler dans l'arche de Noé.
En Luc, au chapitre 13, verset 32, Hérode, qui cherche à mettre à mort Jésus, est qualifié de renard. Le terme est donc plutôt péjoratif. Dans l'imaginaire populaire de l'époque de La Fontaine, le renard est le type du rusé qui veut arriver à ses fins. Concernant le corbeau, l'affaire est un petit peu plus ambiguë. Le corbeau, si l'on en croit les textes canoniques, est le premier animal que Noé laisse sortir de l'arche pour voir si les eaux du déluge sont descendues. Or, une tradition postérieure va se greffer sur le récit biblique. On pense que le corbeau s'est attardé sur les cadavres et qu'il n'est pas revenu. Cependant, dans le livre des rois, au chapitre 1, verset 17, le corbeau est l'animal qui apporte la nourriture au prophète Élie et qui lui permet donc de rester en vie. Dans le psaume 147, les petits corbeaux sont nourris par Dieu, signe de sa bonté. Enfin, en Luc, au chapitre 12, verset 24, il est écrit « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ?» Bon, alors, le corbeau, pas si terrible finalement. Passons au plus important, regardons ce que Jean de La Fontaine fait du corbeau et du renard dans l'ensemble de ses fables. Chez La Fontaine, le corbeau est très orgueilleux. Par exemple, dans le livre 2, fable 16, le corbeau cherche à imiter un aigle. Il voit un mouton et pense qu'il va pouvoir l'attraper et s'en nourrir alors que le mouton est beaucoup trop gros. Le corbeau fonce, se prend finalement dans la laine du mouton jusqu'à ce que le berger le trouve, le mette dans une cage et le donne à ses enfants pour qu'ils s'amusent avec. Concernant le renard, référons-nous à la fable 14 du livre 4, le renard et le buste. Tandis que l'âne est impressionné par un buste, le renard voit derrière les apparences. Il a une grande capacité d'analyse et ne se laisse pas avoir. Belle tête, dit-il, mais de cervelle point. Le renard décèle la vacuité du courtisan, qui est tel un très beau buste, mais creux. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point, nous dit la morale de cette fable. Bien sûr, le renard n'est pas toujours vainqueur. Je vous renvoie à la fable Le renard et la cigogne. Mais il cherche tout de même à duper son monde pour satisfaire ses envies. Passons à la partie suivante. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, point d'exclamation, que vous me semblez beau, point d'exclamation encore. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, notez bien le rythme ascendant puis descendant. Que peut-on dire ici? On sort de la narration, un personnage parle. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard comme observation, mais vous verrez à la fin que c'est très important. Les louanges de Maître Corbeau sont d'un ridicule achevé, ce que le lecteur comprend bien, mais pas le corbeau. Le renard donne de la particule au corbeau, lorsqu'il dit Monsieur du Corbeau. Cette particule, c'est une marque de noblesse, par exemple dans Jean de La Fontaine. Il y a même des gens qui vont jusqu'à acheter une particule pour faire bien. C'était le cas d'un de nos anciens présidents de la République. Concernant les compliments, le renard dit toujours « vous », « votre ». Il ne parle que du corbeau et feint la discrétion lorsqu'il dit « vous me semblez beau ». Par ce « vous me semblez », le renard installe un rapport asymétrique entre lui et le corbeau. Le flatteur donne l'impression d'être en position d'infériorité par rapport au flatté, mais le lecteur sait que la situation est inverse, la symétrie va dans l'autre sens. En réalité, c'est le flatteur qui maîtrise la situation. Enfin, une dernière manipulation du langage montre la malignité du renard. Si votre ramage, etc., etc., alors vous êtes le phénix. Vous avez ici un système hypothétique. Si tu viens, je serai content. Ce système hypothétique est divisé en deux. On pose d'abord l'hypothèse, si tu viens, et dans le cas où elle serait réalisée, alors la conséquence, je serai content, se réalisera. Que fait le renard? Il dit « Si votre ramage se rapporte à votre plumage, alors vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » C'est grammaticalement juste, mais le verbe « être », verbe d'état par excellence, au présent, vous êtes, est d'une telle efficacité qu'il en fait oublier l'hypothèse. L'idée dans cet extrait, c'est qu'on passe d'un rapport personnel et subjectif, vous me semblez, à un état
du corbeau qui est phénix, qui est quasi divin. Pour rappel, le phénix, c'est un oiseau mythologique qui meurt en brûlant et qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire que l'ascendance se retrouve dans la descendance par l'esprit, comme lorsqu'on crie «Le roi est mort, vive le roi». À l'époque de La Fontaine, toute une littérature avait pour objet les rapports humains à la cour, dont l'aboutissement se trouve dans les caractères de La Bruyère, mais ceux-ci sont postérieurs à l'œuvre de La Fontaine. Disons un petit peu La Rochefoucauld qui a écrit ces fameuses maximes sur notre sujet. La Rochefoucauld nous montre nos faiblesses en société. Je cite: «Nous ne louons d'ordinaire de bon cœur que ceux qui nous admirent». Mais pour autant, La Rochefoucauld ne nous pardonne pas aussi facilement, car nous sommes responsables de nos faiblesses. Il écrit: «Si nous ne nous flattions point nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire». Il ajoute que se retenir est difficile. Je cite: «Il est plus difficile de s'empêcher d'être gouverné que de gouverner les autres». La maxime la plus importante pour notre fable est la suivante: «On n'aime point à louer, et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est une flatterie habile, cachée et délicate qui satisfait différemment celui qui la donne et celui qui la reçoit. L'un la prend comme une récompense de son mérite, l'autre la donne pour faire remarquer son équité et son discernement. En d'autres termes, lorsqu'on est un homme de cour, il s'agit de connaître les codes, il s'agit de repérer les signes annonciateurs du parasite qui va profiter de vous. L'idée, c'est que le langage est un terrain d'affrontement et de conciliation, et vous avez intérêt à le maîtriser. Troisième extrait. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. On s'attendait ici à un verbe de parole. Le corbeau dit, deux points, ouvrez les guillemets. Mais non, même pas. Même cela, il n'y a pas droit. En fait, à la place de sa parole, on a un rythme ascensionnel qui finit sur une chute ridicule. Laisse tomber sa proie. Cette chute est d'autant plus marquante que le rythme du vers mime le sens des mots. Pour comprendre tout le ridicule du personnage, laissez-moi évoquer une catégorie grecque, la deixis. La deixis, c'est le fait de montrer ou de démontrer avec le langage. C'est une des fonctions du langage. Le corbeau, au lieu de montrer quelque chose en parlant, eh bien, veut user son langage pour se montrer lui-même. Le corbeau, c'est comme un narcisse qui se promènerait avec son miroir et qui montrerait son miroir aux gens en le tournant vers lui pour faire voir son propre reflet. Il est transporté de joie, de cette joie qui va devenir ironiquement proie. Le corbeau, en fait, n'est plus maître de lui-même. Il est vulnérable à cause de son ivresse. Le fromage, qui était son tour de parole, lui a échappé. Le corbeau n'est plus un être parlant à la cour. Il cesse d'exister comme un courtisan. Il n'est que ridicule. En fait, notre soi-disant phénix n'est qu'apparence creuse comme le buste. Il n'a rien à voir avec l'élégance du courtisan. Baldassare Castiglione était un maître en la matière. Il a écrit un chef-d'œuvre sur la conversation, le livre du courtisan. Alors il faut entendre le mot conversation comme un manuel de savoir-vivre en général à l'époque, pas simplement des échanges dialogués qu'il faut savoir tenir. Castiglione ne renie pas l'importance du compliment ou de la broderie pour faire briller la parole. Il en parle dans le livre 2 au chapitre 40-41, que je vais résumer. Certains rehaussements sont acceptables, comme lorsqu'on enchâsse une belle pierre pour la mettre en valeur. L'or de la bague ne fait pas mentir la pierre. Il s'agit d'ornements, non de tromperie, qui mériteraient le blâme. En effet, il écrit « E adunque sicurissima cosa, c'est donc une chose absolument certaine, nel modo del vivere e nel conversare, dans la manière de vivre et de converser, governarsi, que de se gouverner, sempre con una certa onesta mediocrità, toujours avec une certaine honnête médiocrité, on reviendra là-dessus. Che nel vero, car, à dire vrai, è grandissimo e fermissimo scudo contra l'invidia. C'est un très grand et très ferme bouclier
contre l'envie. L'idée de médiocrité n'a rien à voir avec celle qu'on s'en fait aujourd'hui. Le terme de nos jours est péjoratif. Ce n'est pas le cas à l'époque. En fait, Castiglione prend son expression d'honnête médiocrité chez un poète romain qui s'appelait Horace et qui parlait d'aurea mediocritas, de médiocrité d'or. Et Horace lui-même allait chercher son expression chez Aristote, ou tout du moins, il rendait un concept d'Aristote par cette expression, c'était le concept du juste milieu. Pour Aristote, l'excellence est atteinte lorsqu'on touche le juste milieu entre les excès. Parce que si vous vous opposez diamétralement à un excès, la prodigalité par exemple, vous donnez tout ce que vous avez à n'importe qui, eh bien vous risquez de tomber dans l'autre, l'avarice. Alors qu'en se tenant à juste distance, selon la situation, juste distance entre les deux excès, entre tous les excès, cela s'entend, vous aurez la meilleure réaction à la situation, une générosité dans la mesure de vos moyens. Revenons à l'époque de Castiglione. Le courtisan doit favoriser l'équilibre de la parole, il doit le faire pour le confort de tous. Il ne se montrera pas ennuyeux, mais il ne va pas non plus rassasier de paroles trop vite ses interlocuteurs. Cette idée-là, cette question des codes et cette maîtrise qui vous permet de vous protéger et de donner généreusement aux autres, eh bien, c'est plus qu'une simple formalité locale, surtout lorsqu'on est roi. Au livre 4, chapitre 7, il dit « Le Seigneur qui ne connaît que louange en abondance, mais jamais la contradiction, se laisse aller à toutes les licences, devient ignorant, présomptueux, n'écoute plus les conseils, et donc son règne sera injuste. » Je vous renvoie sur le sujet aux animaux malades de la peste, une très belle fable qui est d'actualité. Marchons sur la dernière partie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Cette leçon, c'est une morale prononcée par le renard. » Et le corbeau, répond-il, le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. On a vu que le renard se saisissait de la parole d'un corbeau qui ne connaît pas les vices et les vertus et qui ne se connaît pas lui-même. La honte du corbeau est publique. On ne l'y prendrait plus. On, c'est l'ensemble de la cour. Mais c'est pas un petit peu bizarre que la morale soit prononcée par le renard et pas par le narrateur? C'est ça le génie de La Fontaine. Il y a un mélange des voix dans ses fables. Voilà comment, de manière assez personnelle, j'entends les choses. C'est comme si le propos fuguait d'une voix à l'autre, d'un personnage à l'autre en passant par le narrateur. Une fugue, pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple, c'est lorsqu'en musique, la mélodie va d'un instrument à l'autre. À ce moment-là, on parle de fugue. Ces glissements, on peut les repérer dans les commentaires qui se trouvent et dans la bouche du narrateur et dans celle de ses personnages. Par exemple, le « à peu près » lui tint à peu près ce langage. C'est le narrateur qui parle. Il nous dit que les belles paroles du flatteur se ressemblent tous finalement. Qu'importe l'exactitude, le narrateur va vous en donner un bel exemple. Puis, le renard dit sans mentir. Enfin, le renard dit. Le narrateur fait dire au renard sans mentir. Ce sans mentir répond au « à peu près ». Il ne rassure pas sur l'exactitude de la pensée. C'est la technique de la manipulation qui est vraie ici. Troisième commentaire, sans doute. Ce sans doute qui tombe comme un couperet au moment de la morale, avec un renard prenant la place du narrateur moralisateur. Et enfin, au moment où c'est le corbeau qui devrait parler, vient le « un peu tard ». Est-ce que c'est le narrateur qui parle ou est-ce que c'est le corbeau? C'est pas si simple. Reprenons. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Il y a ici un verbe de parole, jura, et on peut imaginer que le corbeau a dit « on ne m'y prendra plus », peut-être. Mais est-ce que le corbeau a dit « un peu tard » ? Ben, probablement pas. En fait, ce qui est curieux, c'est que ce « un peu tard » qui est clairement prononcé par le narrateur vient après le verbe. Il est mis comme un petit commentaire après
Le corbeau jura. C'est ce qui est formidable avec La Fontaine, c'est que les pistes sont brouillées, mais toujours au service du propos. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Ouvrez les fables de La Fontaine, faites-vous plaisir, et on se revoit la prochaine fois.